Alors bonjour Costis, alors pourquoi, quand et comment la poésie, notamment expérimentale? La poésie a commencé en Grèce, puisque je suis grec. Par la première revue que j'ai faite, c'était la revue Lotus, dans le moment le plus dur pour la Grèce, c'était la junta, la dictature. Dans cette revue qui a été qualifiée de revue underground de l'époque, puisqu'on essayait de passer des messages. C'est 1968. Des messages. Il y avait des gens comme Marcuse qui apparaissaient dans cette revue philosophique, aussi poétique aussi. Et il y avait aussi des pages blanches où il n'y avait rien. Et ces pages blanches étaient très importantes parce que j'ai pu les faire passer, prendre le droit de les publier, parce que j'avais tapé le numéro de la page par la censure militaire. J'avais 18 ans, ils croyaient que je suis un petit fou, et que ça m'a toujours plu cette histoire. Et de là, il y a eu toute la génération des poètes grecs des années 70. On faisait aussi beaucoup de présentations de poésie 2 fois par semaine à un genre de café. Et genre de café parce qu'il y avait aussi de la musique, les musiciens. Bon, après ça s'est arrêté. J'ai eu une autre revue qui s'appelait Praxis. Et là, c'est la première traduction en Grèce de Breton, les manifestes communistes. Hein? Qu'est-ce que c'est les manifestes surréalistes? Je ne me rappelle même plus qu'est-ce que c'est. Et en plus, c'est la première fois où il y a les poèmes de Brecht, Bertolt Brecht. Pas Georges Brecht. Pas Georges Brecht, oui, c'est pour ça que je l'ai dit. Et en grec. Et aussi les premiers textes, très beaux textes, de Walter Benjamin. Suite à cela, les militaires deviennent complètement malades à cause de Breton, hein. Et de Brecht aussi. Et ils rentrent, c'est une expression grecque, ils viennent me chercher chez moi. J'habitais à mes parents, j'avais 20 ans. Et moi, c'est très bizarre. À ce moment-là, j'étais en France parce que je cherchais une fac pour continuer mes études. La petite anecdote, c'est le 13 juillet que j'arrive, j'habite à Port-Orléans, à un hôtel, n'importe quoi, je ne me rappelle plus. Et alors, je suis très content, c'est la liberté, il n'y a plus de militaires, il n'y a plus rien du tout. Et le matin, j'ouvre les fenêtres, je suis très content, il n'y a pas de mobile. Alors, c'est une autre période. Et je vois les chars militaires, l'armée partout, dans des formations très bizarres. Alors, 6 étages, où j'habitais au 6e étage, je descends à la conciergerie, ou comment on appelle, l'entrée. Le concierge, oui. Je dis, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la dictature? Il me dit, non monsieur, c'est 14 juillet et c'est le départ de la manifestation militaire, enfin de la parade militaire. Bon, alors, je reste depuis en France, j'étais à Vincennes. Et évidemment, la poésie que j'écrivais à cette époque-là était une poésie et un livre. Le premier livre qui est apparu le 74 février, dans la dictature, mais enfin la dictature, il ne pigeait rien du tout à l'époque. Et j'étais même en Grèce pour le publier avec un passeport français, parce que bon, je ne pouvais plus rentrer. Alors ils s'en foutaient complètement, ils voyaient le passeport français, ils ne cherchaient pas. Et c'était une publication assez historique pour la Grèce plutôt. Le texte théorique, il est publié dans Celebrity Café 2 ou 3, je crois. Alors là, il y a une présentation. La présentation est superbe, curieuse.
c'est que ça commence par une écriture classique, et même de journaux publicitaires, une écriture publicitaire. Ça continue avec une... comment on appelle ce genre glossokendrikos, centrale au langage, glossocentrique, comme on appelle ça. J'oublie le mouvement. Ça continue avec... Alors là, c'est des textes plutôt réalistes, modernes, hein, pour le dire comme ça. Et après, ça débarque dans des textes très bizarres. Ça veut dire que c'est des textes avec une écriture automatique. Et ça finit avec des cataps, genre Barrows. Mais moi, je ne connaissais pas Barrows à l'époque. La Grèce n'avait pas toutes les traductions en main. Et alors, qu'est-ce que j'ai présenté? J'ai présenté la continuité du langage poétique, en arrivant à quelque chose qui est à peu près illisible et drôle, et attaquant les poètes classiques. Et parce qu'en fait, il y a un passage qui dit je avec les poètes qui sont au poste central de la poésie, enfin, quelque chose comme ça. Finissant le livre, il y a un texte qui présente moi et ma poésie, et où j'insiste sur le mot et sur le son du mot et l'image qu'on peut avoir du mot, mais petit post-scriptum, attention que ce livre n'est pas lu par des critiques d'art, parce qu'ils doivent savoir que je les écris, c'est une expression grecque, je pense pour eux qu'ils sont mieux s'ils sont dans mes couilles. En grec, on dit « je les écris à mes couilles ». C'est pas une expression, c'est du grec, ce que je dis. Mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Ça veut dire, c'est la première fois qu'en Grèce, ils ont vu un poète qui ne veut pas les critiques et qui vraiment les déteste parce que, évidemment, je les connaissais, évidemment, ils voulaient de moi, mais moi, je ne voulais pas d'eux parce qu'ils n'étaient pas instruits. Et quand on parlait on ne parlait pas des choses très bizarres à l'époque. On parlait de Breton, on parlait d'Apollinaire, on parlait de... ils n'avaient pas entendu, ils savaient très peu de choses. Moi, j'ai eu la chance de connaître Leroy Browning. C'était un apollinairiste américain et digne du Bard College de Columbia, c'est-à-dire du collège de femmes, féminin, oui, de filles, et qui avait traduit les peintres cubistes d'Apollinaire. Alors là, toute la discussion que j'ai eue avec lui était très importante. Et quand j'ai fait une grande expo de collage, avec collage, mais avec une épaisseur faite par des papiers de médias, de journaux, etc. Et j'ai mis le titre Média assemblage. Alors là, il m'a écrit un texte superbe, basé sur des vers d'Apollinaire. Et c'était une rencontre très, très, très importante pour moi. Point. Voilà, alors c'est comme ça que la poésie a évolué. Moi, j'étais d'une culture plutôt classique, poétique, mais avec ce livre qui s'appelait Fragments de Costis, voilà, tout bête, publié en février 1974 à Athènes. Ça a été republié après par les éditions Exarchia. Exarchia, c'est la place des émeutes à Athènes, et l'édition a ce nom-là. Et ça a toujours eu le même impact. Ça veut dire les gens, ils se demandaient pourquoi il y a quelqu'un qui écrit du réalisme jusqu'au cataps de Barrows. Je le dis de Barrows parce que bon, c'est lui qui est le premier qui a fait ça. Et comme ça, il n'y a pas une empreinte
d'une expérimentation que je continue, mais je continue ce genre de présentation, ça veut dire j'écris toujours. Je publie des livres aussi avec de la poésie. Il y a des musiciens qui ont mis des chansons avec des poèmes. Mais du reste, je fais de la poésie visuelle depuis 1976. Donc tu as rencontré qui dans les poètes visuels qui t'ont influencé Nous, en Grèce, on avait le groupe grec des poètes visuels et on faisait des manifestations internationales de poésie visuelle où on a invité, puisque mon grand copain Stathis Chrysikopoulos, qui est un des grands organisateurs du groupe, il venait de Florence, alors il connaissait tous les Italiens du côté. Alors, Poésie à Visiva. Poésie à Visiva, oui, alors ils venaient tous. À Patras, parce que Patras c'était là où il habitait, c'est en dehors d'Athènes. Et évidemment du côté français, moi j'avais invité Chopin, Bernard Ritzik, enfin tous les copains du groupe, Julien Blaine, voilà. François, je ne sais pas. François c'est un ami à moi, mais je ne sais pas s'il a participé, peut-être. Peut-être, mais je ne sais pas. Parce que François, il faisait des... Moi, j'étais dans la galerie d'Anguille depuis très très longtemps. Bon, ça, c'est une autre histoire, je vais vous raconter. Mais c'est vraiment une histoire de l'art expérimental français, comme Dox, hein, la galerie d'Anguille. Mais alors là, François, il faisait des sculptures. Et nous, on demandait des participants qui nous envoient des 2 dimensions et pas très grands pour des raisons d'argent, de présentation, etc. Alors, non, malheureusement, je crois que François, on n'avait pas. À part s'il nous avait envoyé une pièce que... Non, oui, mais j'ai pas les catalogues là pour voir, mais il y a tout le monde. D'un peu de partout, hein. C'est d'Autriche, de l'Allemagne, Dunkerque, Donc ce groupe organisait ces... Oui, alors c'était des manifestations internationales de poésie invisible. En grec, optikipi ici. Et là, on a connu plusieurs personnes et tous, on a participé à des groupes shows avec eux. Voilà. Mais n'importe comment, depuis 1976, je commence la poésie visuelle et il y a une œuvre qui appartient au Musée national d'art contemporain qui est 1,40 m sur 70. C'est quoi? C'est une feuille de papier à écrire. On comprend que normalement il devrait y avoir une écriture, mais c'est brûlé tout autour. Il y a des petits... on voit qu'il devrait avoir quelque chose, des petits trucs noirs dessus, et il y a une bande de machine à écrire qui est collée au-dessous, et le titre est « Le poème se trouve sur la bande à écrire ». Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui... Bon, il a ouvert un peu l'esprit de la poésie et la sensation de l'écriture en Grèce. On a discuté beaucoup sur cela. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi? Parce que c'était en plus à ce moment-là, je crois, la mort de mon père et que, bon, je ne pouvais pas écrire, j'avais arrêté à écrire. Mais du reste, il y a quelque chose où les gens qui ont vu cette œuvre, qui a eu plusieurs fois exposée, c'était très bizarre parce qu'ils recevaient quelque chose de drôle, tu vois, de curieux, d'intense. Non, c'était une réussite cette œuvre. Et du reste, il y a eu plusieurs expos. J'ai eu un livre qui est apparu qui s'appelle P, la lettre P grecque, de poésie visuelle, et une expo
d'œuvre à travers un poème. C'est le poème, ça s'appelle poème, et c'est remplaçant, non, c'est fixe, pas un préfixe, un mot qui vient après un autre mot. Alors il y a tout un catalogue de mots en Grèce qui finissent en pi ici. Pi ici, ça veut dire la poésie. En grec, ça veut dire pio. Pio, je réalise. Alors en fait, ce poème du poème a été mis dans le Word de Microsoft, mais là où je devrais mettre des plans pour créer des dessins. Et soudainement, la magie du computer, ça date depuis 20 ans ça, et j'avais envoyé à Microsoft aussi, et ils ont dit « Ah, mais c'est pas possible que vous avez fait ça avec notre système ». Au lieu de faire apparaître les lignes, ils ont apparu des dessins très curieux que j'ai publiés, et ça c'est les œuvres. Et mais si tu ramenais le curseur sur ces lignes-là, tu lisais le poème. Ça veut dire qu'il avait inclus le poème pour créer les lignes. Bon, ça c'est une autre présentation de la poésie visuelle. Je l'ai nommé tous ces expos opticopie ici, au lieu de dire poésie visuelle, visualisation de la poésie. C'est quasiment un poème numérique, c'est une création informatique. Tout à fait. Et voilà, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et des expos, et il y a mon site qui est costis.eu où il y a beaucoup d'éléments dedans et des catalogues. Je n'ai pas mis beaucoup de catalogues de poésie visuelle, mais il y a mon livre principal, P, et le texte aussi, qui est publié au Celebrity Café. Et quels sont les poètes avec qui tu étais le plus proche en dehors de la Grèce, dans les poètes visuels, ou poètes sonores, ou poètes action? On parlait de la performance tout à l'heure aussi. Évidemment, Bernard Hitzik. Et pourquoi Bernard Hitzik? On n'a jamais collaboré, à part quand il m'a invité aux EPE, Établissement phonographique de l'Est, pour cette performance. Parce que Bernard a travaillé avec ma grande copine et une grande sculpteur, peintre, artiste visuel, Ruth Franken. Ruth était une amie de Bernard, c'est à travers elle que j'ai connu Bernard, et ils ont fait c'est une œuvre, mais le titre, le téléphone quelque chose. Oui, c'est une partition, c'est avec des disques. Oui, et là-dedans, tu as 2 téléphones en acier. Voilà, ça existe dans mon site, parce que c'est moi qui ai le site de Ruth, et je crois que j'ai cette œuvre dedans. Et à part Bernard, elle m'a présenté des Allemands que je n'ai jamais pu retrouver. Je ne parle pas l'allemand. Et après, évidemment, c'est ma fréquentation à la vieille galerie d'Anguille. La vieille galerie, je dis, en voulant dire que c'était la première galerie expérimentale, et qui était à la rue de la Roquette, là où il y avait la nouvelle galerie, parce qu'il y a eu un aménagement de territoire, et ils ont donné au d'Anguille une nouvelle galerie à la place de la vieille. Alors la vieille, c'était quelque chose de sublime, parce qu'il y avait le cinéma expérimental, parce qu'il y avait la musique expérimentale, il y avait, comment ça s'appelle, la copine espagnole très connue, avec le critique de musique, il fait de la musique géométrique. Bon, j'ai connu plein de gens à travers cette galerie, on est devenus des copains avec François Bory.
Et après, j'ai fait des expos à la galerie, où là, évidemment, Chopin était là, Julien était là. Julien, bon, il est venu aussi faire des performances à Patras. Cette galerie, ce qu'il y avait de très important, c'est que c'était une histoire de mouvement. Et comme Pierre disait, Restani, pour cette galerie, c'est une des rares galeries qui ont essayé de présenter un mouvement à cette période, parce qu'avant c'était très connu. Les grandes galeries étaient des galeries qui avaient une marque de l'expressionnisme. Bon. Et en fait, ils ont réussi. Ils ont réussi parce que je crois qu'ils ont laissé une trace très très importante. Évidemment, moi j'appartenais au groupe de Castoriadis, Socialisme ou barbarie, et depuis la fin de mai 68, disons 75, on se disait avec Corneille, c'était les longues discussions de rattrapage de l'état politique de la France ou de l'Europe, que c'est fini, qu'une nouvelle période de 400 ans ou de 200 ans peut venir et que les gens peut-être s'intéressent plus à voir l'imagination au pouvoir, entre guillemets, ou à voir des pensées, leurs rêves qui deviennent des réalités, ou qui cherchent d'autres désirs, ou qui cherchent une alliance humaine, et non pas ce égo affreux du métamoderne. Et voilà, c'est là où on se trouve aujourd'hui, et peut-être après 50 ans, si la Terre existe toujours, avec les conneries que les grandes forces politiques font. Et là, j'étais forcé vraiment de rentrer encore plus dans ce qui était expérimental. J'ai oublié de vous dire, 1974, j'ai présenté une œuvre, dernière, que j'ai fait, Saga of the City, ça s'appelle. C'était un film cinématographique dans le festival de la rue Racine, du cinéma Racine, qui se trouve quelque part à la rive gauche, à la rue Racine, oui. Et c'est Jean Langlois qui l'avait présenté en disant Costis, c'est le chercheur des poubelles des labos. Parce qu'en fait, je faisais les poubelles et je ramassais des masses de roches de film. Et moi, j'habitais à un truc quelque part à la rue Colincourt, 20 mètres carrés maximum. Et j'avais partout des petites ficelles avec des bandes pour essayer de voir qu'est-ce que j'ai pu retrouver. Et j'imaginais, je créais des scénarios pour faire ce film. Claudine Ezekman et Guy Fiman avaient la gentillesse de me passer pendant une été la table de montage de Vincennes, évidemment gratuit, sans payer. Et j'ai créé cette œuvre qui a été présentée en Grèce, et après elle a été présentée à une expo au Palais de Tokyo, et blabla. Bon, je ne suis pas cinéaste. Mais quand même, c'est une époque. J'ai trouvé des cinéastes grecs. Je ne savais pas lesquels j'avais là-dedans, mais ils étaient des beaux garçons, avec des yeux bleus, avec des cheveux blancs, je ne sais pas quoi. Alors, j'ai utilisé des roches comme ça. Alors j'ai vu que c'était M. Yannis Tritsibiras, professeur de l'école de Vincennes, du département de cinéma. Et après, je l'ai retrouvé sur son île en Grèce, à Paros, et je lui ai passé un exemplaire. Il dit, c'est pas vrai, j'étais si beau, parce que là, il a 85 ans. Bon. Et là, j'ai connu plusieurs cinéastes. À la petite cinémathèque, ça veut dire il y avait au Palais de Chaillot, il y avait la grande cinémathèque normale, elle n'existe plus, mais elle était au fond, on allait visionner des films, mais au-dessus, il y avait la petite cinémathèque qui était pour les metteurs en scène. Et combien de fois je me suis assis à côté de Godard, de Truffaut, et on a découvert les Brésiliens.
c'était fabuleux, d'une poésie ces films-là. Et on a découvert des choses sublimes. C'est Langlois qui nous présentait les films. Et après, il y avait une discussion avec les monstres du cinéma de l'époque. Voilà, ça j'ai fait un petit passage à travers... enfin, pour parler un peu de cinéma, parce que ça m'a beaucoup impressionné, l'image qui bouge. Et bien après, je me suis dit, moi, je préfère l'image fixe. Et je me suis mis dans l'art plastique. Et soudainement, par réaction au métamoderne, puisque je pense que le métamoderne, c'est quelque chose que déjà c'est fini, et nous on disait que ça va finir depuis l'époque où il a apparu. Il ne faut pas oublier ce genre d'affreuse architecture de la place d'Italie. Et je disais que bon, il faut... C'est très bizarre, c'est à cause d'un poème que tout est arrivé. J'avais écrit un poème qui disait « Il nous faut une éclair dans les yeux ». Mais un truc, alors moi je me suis dit, quelle bêtise, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je ne l'ai même jamais publié, mais je l'ai comme poème. Et là je me suis dit, c'est pas vrai, je vais faire des éclairs. Et alors j'ai commencé à manipuler l'électronique. Moi j'ai aucune idée de tout ça. J'ai publié mon circuit à la fin, électrique. J'ai transformé le 220 à une électricité continue. Et 150 000 volts, la force de l'éclair. Jacques Tanguy me présente. Bon, non, j'étais présenté à Bruxelles à une galerie X+. Et après, j'ai fait la grande expo Espace Electra et à 3 musées, à Electropolis, où là maintenant, Electropolis se trouve à Mulhouse et c'est la grande musée d'électricité internationale. C'est Kohl et Mitterrand qui l'ont inauguré pour montrer l'amitié des deux peuples. Et là, maintenant, en ce moment où on parle, il y a une nouvelle exposition à ce musée qui s'appelle Art et Technologie, où il y a 10 artistes, de Delaunay jusqu'à Man Ray, et moi aussi. Alors, je suis le seul vivant artiste dans cette expo présentant des foudres. Alors, la foudre, c'était pour moi une réponse aux artistes du métamoderne. Non, c'est pas moi qui a changé le... J'ai mis juste un petit éclair, c'est pour ça que la première œuvre s'appelait Vision. Il y a eu plusieurs artistes dans les périodes qu'on connaît de l'art, dans l'histoire de l'art, qui ont créé des œuvres qui s'appellent Vision. Bon, alors ça c'est une œuvre Vision, c'est un miroir qui renverse le vu, la salle ou l'espace d'expo. C'est un miroir de très bonne qualité de Murano avec une convexité harmonieuse, et dans le moment où l'éclair éclate, il y a une lumière bleuâtre qui nous revient aux yeux, qui est ce que Restani écrit, peut-être, parce que ça, on ne sait pas encore comment ça se passe, c'est un filtre. Le filtre du blanc de l'explosion, qui devient bleu. Et c'est magique. Est-ce que c'est une sorte d'écriture aussi, l'éclair? Là, quand moi j'ai participé à un grec très connu au Japon, qui est japonais, c'est le plus grand japonais des années, je crois, du XVIIIe siècle, écrivain au Japon, et bon, ils nous ont demandé à faire des œuvres. Moi, j'ai mis 3-4 éclairs l'un après l'autre, et les Japonais ils ont dit « Ah, ça pouvait être une écriture japonaise ». Bon, ça, c'est pas fait exprès, c'est comme ça, ça existe. Par contre, il y a des œuvres qui ont été carrément poésie visuelle, poésie concrète plutôt. Tanguy les a exposées dans les expos de art électronique et je sais pas, c'est les expos qu'on a fait, Poésie numérique. poésie numérique, etc. Et c'est quoi?
un carré 40 sur 40 cm avec une épaisseur pour que je puisse mettre mes boîtes derrière de 12 cm. La surface, c'est du plomb. C'est du plomb. Petite inscription grattée par un petit couteau avec 10 mots, n'importe lesquels. Eros, pathos, amour, enfin je sais pas, paix. Et les 4 coins, il y a des foudres qui commencent à éclater. Mais il y a aussi une agencibilité au centre telle qui permet, à travers l'interactivité du corps de la personne qui le voit, d'attaquer des mots qui sont gravés divers. Ceci veut dire que quand tu le vois, tu lis un poème foudroyé. C'est la foudre qui te donne les mots. Alors tu peux dire l'amour, de pathos, de machin, de trucs. Alors c'est carrément poésie concrète, c'est pas un poème écrit, mais c'est la foudre qui te dit les mots. C'est pas moi qui les écris, c'est... Par contre, ces œuvres-là étaient une des premières œuvres. On a parlé du mot interactivité. Pourquoi ils sont interactifs? Parce que l'humidité du corps, ou de la respiration encore plus, change la forme des éclairs. Et voilà, ça c'est en ce qui concerne les éclairs et la poésie visuelle. Et en plus, à un moment donné, j'ai voulu faire une écriture réelle. Et c'est peut-être ce que je vais présenter chez Marie. J'ai commencé aux EPE. C'est ça qui est très bizarre. Je me dis, mais merde, enfin bon, tu vas avoir tes foudres à la main, tu vas raconter tes histoires écrites à travers, parce que c'est là où le poème Éclat éclair du numéro 5 de Celebrity Café a commencé. Parce que j'avais les éclairs, alors les éclairs attaquaient 2 fois, 3 fois, ou après ils n'attaquaient plus du tout. Alors moi je parlais, c'était pas un poème, mais j'essayais de faire fonctionner tout le système qui a sensation poétique. Et là je me suis dit, bon, tu mets un papier derrière et tu commences à faire des petites lignes de foudre. Et évidemment, étant donné que c'était quelque chose d'assez intense, avec ces foudres qui est... Bon, c'est 140 000 volts quand même. Bon, c'est pas dangereux, mais c'est effectif à la personne qui le tient. Petit à petit, ils ont commencé à nous dire une histoire. Ça veut dire, ils commençaient avec une petite ligne qui montait et l'autre, c'était toute une ligne calme. Cette chose se répétait, et hop, il y avait encore une petite acme de ligne qui apparaissait. Et après, cette petite forme allait de l'autre côté. Après, elle devient très méchante. C'était la foudre très méchante. Et après encore, elle se calmait, avec des lignes toutes droites. Voilà, ça c'était la poésie visuelle, l'écriture. C'est de la sensation des éclairs. Oui. Et là, peut-être, chez Marie, je vais faire... J'ai plusieurs faits des alphabets qui se transforment en foudre. J'ai gardé 2 ou 3 qui ont été publiés dans un livre, dans un catalogue. C'était un peu raté, c'était pas quelque chose que j'aimais. Alors là, je vais essayer de faire tout l'alphabet. Si c'est une réussite, je ne sais pas. Et aujourd'hui, en Grèce, qu'est-ce que tu vois dans les jeunes poètes, poétesses en poésie visuelle? Tu vois qu'il y a une continuité ou... Non, à ce moment-là, les Grecs se trouvent dans la poésie académique et ils ne bougent pas. Un retour à la poésie académique. Tout à fait. Et même d'une mauvaise qualité. J'ai un poème que j'ai écrit, que je l'ai publié, moi je publie au Facebook, comme des commentaires. J'ai écrit un poème qui dit tout le monde écrit en Grèce. Et c'est pour ça, enfin, je ne me rappelle pas le poème, je te dis le sens. C'est pour ça que personne ne lit la poésie.
Il y a des milliers de livres. Moi, j'appartiens au cercle des poètes parce qu'il y avait mon grand copain surréaliste, ami d'André Breton, Nanos Valaoritis, 35 ans à San Francisco, State University. Il enseignait la poésie créative, creative writing. Comment on dit en français, je ne sais pas. Poésie. Traduction. Oui, de creative writing. Et comme je disais, 35 ans et je n'ai même pas créé un poète. C'était pas vrai, parce qu'il y a eu des poètes créés, mais ils étaient mineurs. Ils étaient pas... Nanos Valaoritis, très important pour la Grèce. Son arrière-grand-père, Valaoritis, très important à son époque. Et sa femme, Mary Wilson, qui était l'amie de André Breton. C'est à travers André Breton que Nanos Valaoritis a trouvé sa femme. Et Nanos qui était un personnage encourageant les jeunes et en te présentant des solutions. Par exemple, tout le monde connaît en France Takis, le sculpteur qui a c'est la Défense, comment ça s'appelle le grand carré qui existe, le grand... C'est la Défense. C'est la Défense, oui. Ça fait 15 ans que je ne suis pas venu en France, alors j'ai oublié. Alors là, il y a eu ce bac d'eau avec les choses qui allument là de Takis. Takis, il faisait la sculpture semi-traditionnelle, au plâtre, au marbre, et soudainement, il demande à Nanos de le présenter à quelqu'un. Nanos il est venu en Grèce pour l'été, et il y a à côté de lui Iolas, très connu comme galeriste new-yorkais. Et il dit à Iolas, j'ai le gars que tu as besoin pour ta galerie. Parce que Takis le crie ça, que c'était très bizarre, parce qu'il connaissait peu ma sculpture par deux petites photos que je lui ai montrées. Maintenant, je me dis, j'ai vu à lui quelqu'un qui avait vraiment il voulait faire des choses importantes. Et je l'ai présenté. Et voilà, Iolas après a fait Takis. Ça, c'est Nanos Valaoritis. Nanos a présenté plusieurs personnes à d'autres personnes. Alain Gainsbourg qui arrive... Non, en français, vous dites Gainsbourg. Ginsberg, parce qu'il y a le Gainsbourg, Oui. Serge Gainsbourg. Serge, oui. Non, Alain Ginsberg, il vient à Athènes avec un poète visuel, Brian Gysin, comment vous... Oui, mais je ne sais pas, vous le francisez. Et une autre personne qui n'a pas publié trop. Et ils ont fait une revue, le numéro 3, et après ils sont partis au Maroc et ils ont fait le numéro 4. Et alors là, c'est Nanos qui a publié aussi, mais ils étaient des copains à travers Ferlinghetti et le City Light Bookstore. Nous, à San Francisco. Nous, on est toujours amis avec... Enfin, on était amis avec Ferlinghetti. Il est venu dans les expos et c'est pas l'ambassade américaine, c'est le centre culturel américain d'Athènes où il a fait une performance. Il était déjà, je sais pas, dans les 90, et il a fait comment s'appelle celui qui donne des oracles pour celui qui a les idées et qui donne les oracles aux gens à l'Antiquité. Alors bon, il a fermé ses yeux et il a fait une performance en micro, poétique évidemment, mais il disait ses pensées et ses visions pour le futur. Il avait en plus une canne, comme s'il était... ça, c'est un milieu assez curieux, parce que c'est un milieu très très restreint en Grèce. On était tous des copains. Et là, il y a soudainement aussi, 1970, c'est là où moi j'ai appris en Grèce, 69, attends,
69, c'est là où j'ai appris le cinéma expérimental. C'est M. Thanas Serenzis, il est toujours prof à l'école des Beaux-Arts. Et il a fait un centre de cinéma expérimental. À travers cette société, centre culturel américain, dans la dictature, et les gens n'aimaient pas du tout les Américains, il y a toujours une réverbération de cette création de dictature en Grèce, mais à l'époque, il a pu trouver les centres de création américaine, et on a vu pendant 15 jours, je sais pas, 8 heures par jour, des films, courts-métrages normalement, d'une beauté inimaginable. Enfin, je ne les oublie pas. Et c'est là que moi, je suis venu à Paris, forcé à travers cette histoire avec les dictateurs qui ont rentré chez ma mère, là où j'habitais. Bon, moi, j'habitais dans un sous-sol, mais j'allais manger chez ma mère. C'est la même chose. Et j'avais 20 ans. Je suis arrivé à Paris 8 et j'ai parlé à Claudine Ezekman et Guy Fiman. Je lui ai raconté toute l'histoire du cinéma expérimental et ils ont évidemment accepté que je suis dans leur UR pour faire une maîtrise. Et bon, voilà, à la fin c'était mon film et c'est fini, j'ai plus aucune relation avec le film expérimental. En fait, ce qu'il y a de très important, c'est que on écrit la poésie, on fait les arts plastiques, on fait ce qu'on fait. Est-ce que ça change quelque chose au monde? Pas du tout. Je n'ai pas cette intention, c'est pour ça que je participe comme activiste. 2011, on avait une Assemblée générale populaire au centre d'Athènes, à la place de la Constitution, qui a duré pendant 4 mois. Et après la dissolution par les CRS, il y a eu une décentralisation de cette centrale populaire et il y a eu 400 assemblées populaires, assemblées générales populaires dans toute la Grèce. Bon, tout ça, ça a été dissous, comme toutes les choses, mais ça a laissé, ça a laissé des grandes traces, parce que c'était un des rares moments où le terme de démocratie a apparu. Démocratie et non pas communisme. Démocratie directe et non pas d'une représentation bidon par le Parlement qu'on ne peut pas contrôler et qui nous fait chier et qui sont des voleurs, des menteurs, des oppresseurs. Voilà. Alors, c'est suite à cela que je pense que... bon, je fais le maximum dans l'art, la poésie, mais je ne vais jamais arrêter à avoir mes idées politiques, quoique même ça n'a plus tellement de sens. Parce que je vois que les gens ne réagissent pas. On a eu 41% ont voté une droite affreuse, avec l'extrême droite dedans en Grèce, et qui passe des lois dégueulasses. Au niveau de la civilisation, c'est le pire moment pour la Grèce. Voilà. Merci, Costis. Merci beaucoup, François.